l'idée de question d'intérêt général apparaît très vite dans la jurisprudence de la Cour sur la liberté d'expression et elle joue un rôle essentiel, sinon, je vais sans doute y revenir vers la fin de mon exposé, dans la pratique de la Cour, dans l'exercice effectif de son contrôle, du moins dans sa rhétorique. Pourquoi cet accent de la Cour sur les questions d'intérêt général? Parce que cela permet de centrer, je dirais, la question sur le lien essentiel, évidemment, entre liberté d'expression et valeurs de la société démocratique. Le texte même de l'article 10, paragraphe 2, y invite, puisqu'il parle de restrictions nécessaires à l'exercice de la liberté d'expression, à condition qu'elles soient prévues par la loi, qu'elles visent un des buts inscrits dans la Convention et qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique à atteindre ces buts. Autrement dit, on a d'emblée, dans le texte même de l'article 10, paragraphe 2, la notion de société démocratique. L'idée est claire, elle a été précisée dès l'arrêt NDC, dès l'arrêt inaugural, dont François Stulkens notamment a parlé. Il faut connecter la manière dont on interprète, dont on entend la liberté d'expression telle qu'elle est garantie à l'article 10, avec la notion de société démocratique. Celle-ci se définit, on l'a vu, dès l'arrêt Indeed de 1976, par les idées de pluralisme, de tolérance et d'esprit d'ouverture. L'idée est claire. La société démocratique se caractérise par le fait qu'elle permet d'avoir un débat aussi large et, je dirais, décomplexé que possible sur les questions qui intéressent, disons, pour commencer, le sort de la cité. Il faut qu'on ait, pour que la démocratie fonctionne bien, c'est-à-dire accomplisse la finalité qui est la sienne, celle de permettre le progrès à la fois des individus qui la composent et le progrès global de la société dont elle est le support, il faut que l'on puisse débattre aussi largement que possible, c'est-à-dire sans fermeture a priori. Il faut que chacun puisse exprimer ce qu'il estime avoir à dire. Un ancien vice-président américain disait que la démocratie, c'était la liberté de dire des bêtises. Autrement dit, il ne faut surtout pas qu'une autorité publique intervienne d'emblée pour dire toi, tu as le droit de t'exprimer, toi, tu n'as pas le droit, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, subtiles ou brutales, qui conduisent à refuser l'expression. Il faut a priori que chacun puisse participer à ce forum qu'est la société démocratique en apportant ses idées, encore une fois, fussent-elles stupides le cas échéant, de manière à ce que, in fine, au moment de la décision démocratique, décision qui est censée incomber à l'Assemblée du peuple, et comme on sait qu'il est impossible de convoquer physiquement le peuple dans sa totalité, même dans des cadres d'ailleurs plutôt restreints en réalité, comme l'était la cité athénienne, modèle fantasmé de tout ça, il faut que les représentants du peuple, puisqu'il y a une représentation, que les représentants du peuple puissent disposer au moment de décider d'une gamme aussi large que possible d'options qui s'ouvrent à ces représentants. Et pour que cette gamme soit aussi ouverte que possible, il faut ouvrir. C'est l'idée, et je crois que la Cour a très clairement repris cette philosophie à son compte, c'est l'idée de société ouverte, telle que Karl Popper l'a développée, notamment dans son livre La société ouverte et ses ennemis, où il oppose la société ouverte, qui est la société démocratique, pouvoir discuter de tout sans a priori, sans exclusion, et la société, au contraire, qui ferme le débat
en disant on ne touche pas à tel ou tel dogme, il est interdit de s'exprimer si, etc. Dans un contexte évidemment extrêmement tendu, celui de la question kurde en particulier en Turquie, la Cour a rappelé les exigences du libre débat démocratique. Elle le fait souvent, mais elle le fait notamment avec netteté et avec une certaine véhémence, je dirais. Dans un arrêt Aksoy contre Turquie du 10 octobre 2000 et un arrêt jumeau du même jour également contre la Turquie, la Cour dit l'une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu'elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand il dérange. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d'expression. On croirait lire du Popper. Hein. C'est exactement la manière dont Karl Popper, dans The Open Society and Its Enemies, définit les exigences de la société démocratique et les vertus aussi de la société démocratique. En parlant, on évite d'avoir recours à la violence. Et par conséquent, il faut d'une part permettre le nombre d'interventions aussi divers et variés que possible. D'autre part, on le fait dans une perspective, et c'est actuellement sans doute une des faiblesses de la démocratie, qu'il expose aux coups et aux attaques de ses ennemis, on est dans une perspective rationnelle. L'idéal du débat démocratique, c'est d'abord la perspective que la raison triomphera, autrement dit que certes, chacun peut raconter des choses stupides, mais que précisément à la fin, au moment où on décidera, c'est la raison qui l'emportera. Autrement dit, qu'il saura éliminer les idées stupides ou faibles ou insuffisamment motivées au profit de ce que commande la raison, ce que commande une décision éclairée, en somme. C'est cela qu'il s'agit de promouvoir, et la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, indique aussi ce qu'est, à son sens, je dirais, un bon débat, un débat digne, je dirais, d'une société démocratique. Il s'agit d'exposer, d'analyser, d'expliquer, il s'agit de prendre de la distance, il s'agit de s'adresser à un public bien informé, mais que l'on informe donc encore mieux, étant entendu aussi, et là aussi ça rejoint les idées de Popper, et c'est quelque chose à quoi la Cour tient très fermement, et ici elle reprend pas mal d'idées qui sont dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis à propos du premier amendement, à propos du free speech, c'est que le débat en question doit pouvoir être éventuellement un débat, je dirais, un peu musclé, un peu véhément, que c'est non seulement la rançon de la société démocratique, mais également une condition du succès de l'échange pluraliste des opinions. Le dialogue doit être un dialogue qui peut, le cas échéant, comporter, dit la Cour, une certaine dose de véhémence, voire d'exagération. Autrement dit, ce n'est pas un espace plat. C'est un espace risqué dans cette mesure-là, puisque la démocratie s'expose à ce que ses adversaires puissent, dans une très large mesure, s'exprimer et donc puissent menacer les valeurs mêmes sur lesquelles elle repose. Et c'est aussi quelque chose où, à chaque instant, on prend le risque de remettre en cause le plus de choses possibles. C'est l'essence de la société démocratique. Alors, comment est-ce que l'idée de débat d'intérêt général, de questions d'intérêt général, va s'insérer là-dedans? Je vais faire appel, même si ça peut vous apparaître un peu bizarre, je vais faire une part assez large à la chronologie. C'est-à-dire que je vais partir des premiers arrêts de la Cour pour essayer de retrouver pas à pas, si j'ose dire, la manière dont l'idée de débat d'intérêt général va apparaître. Arrêt inaugural, Françoise Tulkens en a assez longuement parlé, donc je ne vais pas revenir sur les
l'arrêt lui-même, ni sur le lien qu'il pose avec les idées de pluralisme, de tolérance et l'esprit d'ouverture, mais ça doit rester évidemment le fond sur lequel toutes ces figures s'enlèvent. La Cour ne parle pas dans Handyside de l'idée de débat d'intérêt général. Sans doute d'abord parce qu'elle est un peu embarrassée pour le faire. Dire la sexualité, l'éducation des enfants à la sexualité est une question d'intérêt général. Disons qu'en 1976, ça n'était pas encore tout à fait dans l'air du temps. Donc elle évite de dire ça, elle n'a pas à le dire pour l'arrêt, mais bon, il y a ce lien avec l'idée de société démocratique quand même, même si l'arrêt lui-même, qui conclut à la non-violation de la liberté d'expression, n'est pas fabuleusement convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire, j'y reviens pas. J'en ai discuté avec François Stulkens, qui était tout à fait d'accord avec moi là-dessus d'ailleurs. Là où on voit apparaître l'idée d'intérêt général, de débat d'intérêt général, c'est dans l'arrêt suivant sur la liberté d'expression, qui est un arrêt du 29 avril 1979. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'arrêts, donc il faut attendre de nombreuses années l'épisode suivant. Cet épisode, donc, c'est le premier arrêt Sunday Times contre le Royaume-Uni, un arrêt du 29 avril 1979, qui est un arrêt important parce qu'il donne à une voix de majorité, il donne enfin corps à l'idée de liberté d'expression, ce que ne faisait pas, malgré les principes magnifiques qu'il posait, l'arrêt Handyside. Dans Sunday Times, on a non seulement les principes qui sont rappelés, précisés, etc., mais on a aussi, et peut-être surtout, une application libérale de ces principes et un constat de violation de l'article 10. Alors le but n'est pas évidemment de multiplier les constats de violation de l'article 10, hein, ça ne se joue pas sur le plan quantitatif, ça va de soi, mais il faut quand même que les principes débouchent au moins parfois sur des résultats tangibles. Et l'arrêt Sunday Times assure cela. Alors, problème sur lequel je ne vais pas non plus m'étendre, je le développerai dans ma contribution écrite au séminaire et au thème. Il s'agissait d'un procès qui soulevait beaucoup d'émotions, on le comprend à l'époque. C'était le procès de l'entreprise qui fabriquait la thalidomide, médicament dont la prise par les femmes enceintes s'est avérée catastrophique, puisqu'elles ont donné naissance, dans une manière très large, c'était une véritable catastrophe de santé publique, à des enfants mal formés, consécutivement donc à la prise de ce médicament. Et les victimes, beaucoup de victimes, intentent un procès contre l'entreprise qui avait commercialisé la thalidomide. Or, ce procès traîne devant les juridictions britanniques et le Sunday Times prend la décision de publier un reportage sur l'affaire dans lequel il retrace tout simplement la chronologie de l'affaire, les intérêts en présence et, disons, risque l'opinion, pas très risqué quand même, que la compagnie pourrait faire face à ses responsabilités au lieu de chercher à traîner en longueur. Là-dessus, les juridictions du Royaume-Uni enjoignent au journal de ne pas publier ce reportage. Pourquoi? Parce que ce serait, disent ces juridictions, un contempt of court, c'est-à-dire un outrage au tribunal. L'outrage consistant tout simplement dans ceci, qu'il ne faut pas donner l'impression que la presse se substitue aux tribunaux dans l'exercice de la mission qui n'appartient qu'à eux, c'est-à-dire de trancher le litige, c'est-à-dire de séparer les parties définitivement sur la question de savoir qui a tort ou qui a raison. Se mêler avant jugement de questions qui ne relèvent que des tribunaux dès lors qu'ils sont saisis, c'est un contempt of court, disent les tribunaux du Royaume-Uni dans cette affaire. La Cour va conclure que cette
ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du journal n'est pas proportionnée, qu'elle n'est pas nécessaire dans une société démocratique à la protection de l'indépendance et de l'autorité du pouvoir judiciaire, but pourtant expressément et en ces termes visé par l'article 10, paragraphe 2, et visé d'ailleurs à la demande expresse du Royaume-Uni lors de la rédaction de la Convention. Donc je passe sur différents problèmes d'interprétation qu'on pouvait évoquer à ce niveau. Les choses sont ici extrêmement nettes pour la Cour et elle commence par indiquer que l'intervention du reportage en question était une intervention légitime parce que, je cite, la catastrophe de la thalidomide préoccupait sans conteste le public. Préoccupait le public et plus tard, elle parlera de l'intérêt public qu'il y avait à faire la lumière sur cette affaire, quand bien même elle n'était pas encore jugée et qu'elle était soumise aux tribunaux. Affaire relevant de l'intérêt public, les termes apparaissent et on voit déjà la fonction rhétorique. La Cour conclut que le Royaume-Uni, encore une fois, a violé la liberté d'expression. Elle le fait à une très courte majorité et après assure la petite histoire, un travail intensif du président de la Cour de l'époque pour gagner les faveurs d'un juge qu'il sentait hésitant. Toujours est-il que condamner le Royaume-Uni, évidemment historiquement attaché à la conquête de la liberté d'expression, à son affirmation pour violation de la liberté d'expression, c'était symboliquement assez grave, d'où l'étroitesse de cette majorité, et il faut évidemment soutenir la solution. Et la Cour le fait encore une fois en indiquant très lourdement, je dirais, qu'il y va de l'intérêt public, que la presse ici ne parlait pas de n'importe quoi, mais bien d'une question d'intérêt public. Les arrêts ultérieurs vont préciser un peu, au hasard, la succession des affaires soumises à la Cour, surtout au début. C'est une caractéristique du pouvoir judiciaire que de dépendre de saisine. Autrement dit, de ne pas être maître de l'évocation à l'ordre du jour des questions. Le Parlement peut se saisir de toute question, l'exécutif dans les mesures de sa compétence aussi, le pouvoir judiciaire jamais. Il est obligé d'attendre, si on peut dire, que la question lui soit soumise par un requérant qui le saisit. L'affaire suivante est une affaire Barthold contre Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, qui était relative à un problème assez différent, qui était le problème du service de nuit des vétérinaires dans la ville de Hambourg. Ce n'est plus une affaire judiciaire qui se rapporte à un grave problème de santé publique, c'est quand même quelque chose de plus éloigné, a priori, des préoccupations de la société démocratique. Mais la Cour va quand même indiquer que l'intérêt public est intéressé à l'affaire. Elle va le faire notamment par la formule suivante: nul ne conteste le sérieux du problème ainsi soulevé. Et l'idée aussi que promeut la Cour dans cet arrêt est qu'il faut éviter ce que l'on appelle en anglais le chilling effect, c'est-à-dire toute solution susceptible de dissuader pour l'avenir les personnes à prendre part aussi librement que possible au débat public. La Cour souligne que, je ne rentre pas dans les détails de l'affaire, que si on condamne un vétérinaire au motif que son intervention aurait pour conséquence une publicité en faveur de la clinique qu'il exploite lui-même, on risquerait, dit la Cour, de décourager les professionnels qui ont quelque chose à apporter à ce débat, et à la rationalité de la solution qu'il appelle, si je puis dire, en disant le médecin vétérinaire ne doit pas pouvoir s'exprimer là-dessus dès lors qu'il risque de profiter de la parole qui lui est donnée pour faire un peu de publicité indirecte.
Affaire suivante, Lingens contre Autriche du 8 juillet 1986. Là, on est au cœur de la question politique. Donc, on rejoint assez rapidement dans la chronologie des affaires le cœur de la société démocratique, à savoir les commentaires sur l'attitude des dirigeants et, en plus, un commentaire sur des élections. Des élections législatives ont lieu en Autriche. Le chancelier Bruno Kreisky, socialiste qui est au pouvoir, envisage de faire alliance pour garder le pouvoir avec, a priori, quelqu'un qui est aux antipodes de ses convictions, à savoir un certain Peter, leader du parti qui sera ensuite illustré, si j'ose dire, par Haider et qui ensuite a réussi à accéder au pouvoir à plusieurs reprises en Autriche, c'est-à-dire le EVP, le parti populaire donc autrichien, parti d'extrême droite. Kreisky essaye, avant les élections, de flatter le dit Peter et notamment essaye de le sauver par rapport aux tentatives de Simon Wiesenthal, chasseur de nazis célèbre, de le discréditer. Kreisky, en effet, doit passer outre un détail quand même assez gênant, à savoir que le dit Peter avait été à la tête d'une unité SS pendant la guerre et que cette unité SS, disons, n'était pas un modèle de comportement pour user d'euphémismes redoublés. Le journaliste Lingens, rédacteur en chef d'un hebdomadaire, Profil, un peu l'équivalent du Spiegel en Autriche, écrit un article très véhément contre Kreisky à cause de ses accointances avec l'extrême droite, qui finalement ne lui serviront à rien, puisqu'il obtient la majorité absolue. Il taxe Kreisky d'opportunisme détestable et dangereux pour l'avenir du pays, et il conclut qu'il est immoral et indigne, ce qui est évidemment assez net. Il est condamné pour diffamation par les juridictions autrichiennes qui relèvent qu'il n'y a pas de fondement en vérité que le journaliste ait réussi à donner à ses propos, ce qui introduit dans la Cour, dans la jurisprudence, l'idée de distinction à faire entre les faits susceptibles d'être prouvés quant à leur vérité et les jugements de valeur qui, par définition, n'en sont pas susceptibles. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui est intéressant, c'est l'accent que met la Cour dans cet arrêt sur l'idée de débat d'intérêt public. La Cour réitère donc ses considérations sur l'importance du rôle de la presse et elle précise qu'il incombe à celle-ci, je cite ici, de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l'arène politique, tout comme sur celles qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. Autrement dit, la Cour résume le point où elle en est de sa jurisprudence 10 ans après Handyside et quelques arrêts seulement après l'arrêt Handyside, en disant que lorsqu'on a affaire à une question d'intérêt public, et notamment évidemment à une question qui concerne les dirigeants politiques, la presse doit être dotée de la plus grande liberté possible, ce qu'évidemment il n'y a pas ici, puisque la condamnation pour diffamation interdisait ce commentaire sous prétexte qu'il était défavorable au chancelier. La Cour ajoute qu'il faut veiller aux intérêts de la libre discussion des questions politiques. Elle souligne également que, d'une part, celui qui s'engage dans l'arène politique, Kreisky en l'espèce, doit faire preuve de la plus grande tolérance face aux attaques dont il peut faire l'objet, notamment ici où il s'agissait d'une attaque de son attitude par rapport à un parti d'extrême droite et à une personne qui avait un passé lourdement chargé. D'autre part, que derrière cela, il y avait une question encore plus générale,
qui était la question du rapport de l'Autriche à son passé nazi et aux conséquences qu'il faudrait en tirer en ce qui concerne la possibilité, pour certains qui ont un passé chargé, de participer aux jeux politiques en Autriche au moment des faits. La Cour procède ici, il faut le noter, pour la première fois, à un constat de violation de l'article 10 qui est fait à l'unanimité. Donc, il n'y a pas la moindre voix dissidente au sein de la Cour. On a une insistance très forte sur le fait que la démocratie suppose ici une liberté de parole à peu près totale. On en est là, et à partir de ces éléments de ce que l'on peut appeler la genèse de l'expression libre discussion sur les questions d'intérêt public, on peut essayer déjà une typologie nourrie, évidemment, je vous rassure, de jurisprudence postérieure. On ne va pas en rester à 1976. Place privilégiée. Alors, qu'est-ce aujourd'hui, au fond, que les questions d'intérêt public ou les questions d'intérêt général aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme? Les choses se dessinent très clairement sous la forme d'abord d'une expansion qui paraît ne pas devoir recevoir de limites. Autrement dit, on rajoute sans cesse les questions d'intérêt général aux questions d'intérêt général, d'où la question que l'on pouvait poser, ça s'arrête où l'intérêt général? Si à chaque affaire dont la Cour est saisie, elle dit c'est une question d'intérêt général, la référence devient inutile et surtout elle devient quelque chose qui n'a plus de conséquences puisque tout est d'intérêt général. Coup d'arrêt très inattendu en 2004 avec un arrêt von Hannover numéro 1 contre Allemagne, il y en aura deux autres, j'y reviendrai, où il s'agit d'un conflit entre la liberté d'expression, d'une part, et d'autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale que consacre un autre article de la Convention, l'article 8 de celle-ci. Et là, tout à coup, la Cour dit non. Là, il n'y a pas de débat, dans cette affaire, il n'y a pas de débat d'intérêt général. Il n'y a rien qui concerne l'intérêt général, donc ça permet évidemment de relancer le jeu et surtout de s'interroger sur ce que sont ces notions que la Cour utilise. Alors, si on fait le bilan aujourd'hui, on a d'abord des certitudes. Le débat politique stricto sensu, c'est-à-dire le débat autour de la question du pouvoir, des titulaires du pouvoir, de la contestation des choix opérés par le pouvoir et même la contestation des personnalités qui exercent le pouvoir, c'est, si je puis dire, le premier cercle, c'est le noyau dur de la liberté d'expression, c'est une question d'intérêt général, en quelque sorte par définition, puisqu'il y va du fonctionnement de la démocratie. Synthèse dans l'arrêt Castells contre Espagne du 23 avril 1992, qui est celui qui va certainement le plus loin dans la systématisation de cela, c'est l'idée que le gouvernement doit pouvoir être critiqué pratiquement sans limite. Et là, on a en quelque sorte l'apothéose, je dirais, de la question d'intérêt général dans son aspect proprement politique. Le gouvernement, en démocratie, on peut le contester, et on peut le contester, encore une fois, sans avoir à craindre d'être poursuivi par le pouvoir. On a donc une solution ultralibérale, si je puis dire. Le débat politique, il inclut évidemment des questions qui sont au cœur même des discussions sur qui doit-on élire et pourquoi faire, pour prendre quelle décision dans quel domaine. Question de l'immigration, question du profil personnel des dirigeants ou de ceux qui aspirent à devenir les dirigeants, à savoir quels sont leurs antécédents, notamment pénaux, quelles sont les affaires dans lesquelles ils ont été empêtrés. On a une affinité évidente et essentielle, véritablement, entre débat politique et questions d'intérêt général.
arrêt le plus net sur cette question peut-être, dans toute la jurisprudence de la Cour, c'est un arrêt Société Plomb contre France du 18 mai 2004, quelques jours avant l'arrêt von Hanover 1. Le contraste entre les deux arrêts est évidemment d'autant plus fort. Il s'agit de l'affaire Gubler, l'ex-médecin de François Mitterrand, déçu du fait d'avoir été disgracié vers la fin de la vie de François Mitterrand, écrit un livre dans lequel il règle ses comptes et déballe un certain nombre de secrets qu'il détenait en tant que médecin, en indiquant notamment que François Mitterrand n'a cessé de mentir à partir de son élection en 1981 sur son état de santé, qu'il a fait écrire à Gubler des faux certificats de bonne santé, que ça a impacté l'exercice de sa présidence, et avec des révélations de détails véritablement scabreux, dans lesquels on apprend dans quel état il était de manière très, très, très précise. À tel moment, comment il gérait ses deux familles compte tenu de son état de santé, etc. Bref, c'est le grand déballage et c'est la violation évidente du secret professionnel. Les juridictions françaises condamnent le docteur Gubler, titre disciplinaire, pénal, et aussi interdisent le livre qu'il avait écrit et qui avait été publié avec une élégance qu'on notera au lendemain exactement du décès de François Mitterrand. D'une part pour se mettre, croyait-il, à l'abri de certaines poursuites, et d'autre part, évidemment, parce que c'était plus vendeur à un moment où ça intéressait légitimement l'opinion. Sur l'interdiction à titre provisoire du livre, la Cour n'objecte rien en disant qu'il fallait ménager les proches. Bon, ce n'est pas un arrêt très convaincant, c'est un arrêt compréhensible sur cette question. Mais en revanche, la Cour va estimer que l'interdiction générale et définitive de l'ouvrage était une mesure excessive, une mesure non proportionnée, non nécessaire dans une société démocratique à la protection des intérêts privés du malade, que ses successeurs peuvent valablement invoquer toujours. Or, ici, on a a priori quelque chose qui est un ouvrage qui est relatif à des aspects extrêmement intimes de la vie du malade, et le médecin, de par les obligations qu'exprime le serment d'Hippocrate lui-même, est le dernier à devoir divulguer. Malgré ça, la Cour conclut à la violation de l'article 10 en ce qui concerne l'interdiction définitive du livre, en disant que c'est une mesure excessive parce que le livre se rapporte quand même à un débat d'intérêt général, d'intérêt public, à savoir l'état de santé des dirigeants politiques et l'aptitude de ces dirigeants politiques, du fait de leur état de santé, à continuer d'exercer leurs fonctions. On a donc ici un débat d'intérêt politique qui naît parce que la personne à propos de laquelle ces révélations sont faites se trouve être un président de la République au moment où il exerce ses fonctions ou tente au moins de les exercer, nonobstant son état de santé et les handicaps qu'il génère et que, encore une fois, l'ouvrage détaillait avec crudité. Autre illustration de cette indulgence spéciale pour la critique et pour les informations relatives aux dirigeants politiques, c'est l'arrêt Éon contre France du 14 mars 2013. C'est ce manifestant qui, près du cortège du président Sarkozy en visite en province, brandit une pancarte où figure la citation la plus célèbre du président Sarkozy, à savoir qu'à soi pauvre con, réplique qu'il avait balancée à une personne qui lui avait refusé sa main en disant « touche-moi pas, tu me salis », au moment où le président de la République visitait le salon de l'agriculture.
Pour avoir brandi cette pancarte, le requérant Éon est condamné pour offense au chef de l'État. Grâce à lui d'ailleurs, l'infraction spécifique disparaîtra du droit français quelques mois plus tard. Injure, offense au président de la République, parce que, évidemment, le propos est de nature injurieuse. Retourner contre le président l'expression pauvre con est évidemment une offense au président de la République et une injure, selon le droit commun de surcroît. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 10, nonobstant la modicité, une amende très modique et avec sursis de la peine prononcée, en indiquant que c'est une critique de nature politique qu'il faut replacer dans son contexte, à savoir le fait que Éon, l'insulteur, avait été choqué par le refus d'un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière dans son entourage, et la Cour insiste sur le fait que l'impertinence satirique fait partie de ce que les hommes politiques doivent tolérer, y compris donc lorsqu'ils sont président de la République. Et l'intérêt de la défense du prestige de leur fonction ne peut pas permettre d'exception à cette obligation de subir les insultes, si je puis dire, parce qu'on est au pouvoir. On a cherché à être au pouvoir, donc en retour, on doit accepter les graves inconvénients que ça peut comporter pour la susceptibilité du titulaire du pouvoir, notamment donc le fait de se voir retourner le casse-toi pauvre con devenu historique. Dans l'arrêt Castells contre Espagne, il s'agissait du roi d'Espagne, pardon, pas du roi d'Espagne, excusez-moi, je confonds. Il s'agissait de quelqu'un qui était député et qui, en dehors de l'enceinte du Parlement, avait accusé le gouvernement de Felipe González de complaisance, voire de complicité, avec des fractions qui pratiquaient le contre-terrorisme, l'assassinat notamment, à l'encontre de l'ETA et des pratiques terroristes de l'ETA. González n'avait pas apprécié et le gouvernement avait intenté un procès contre ce député qui avait débouché sur sa condamnation. La Cour conclut à la violation de l'article 10, entre parenthèses d'ailleurs, l'accusation s'avérera plusieurs années plus tard être exacte. Il y avait effectivement un soutien au contre-terrorisme du gouvernement de Felipe González, mais le problème en réalité n'est pas là, même si ça rend l'issue de l'affaire morale, si je puis dire, a posteriori et rétroactivement. La Cour écrit « Les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier ou même d'un homme politique. Dans un système démocratique, ces actions ou omissions doivent se trouver placées sous le contrôle attentif, non seulement des pouvoirs législatifs et judiciaires, mais aussi de la presse et de l'opinion publique. En outre, la position dominante qu'il occupe, donc le gouvernement, lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires ou des médias. » Autrement dit, il y a ici une conjonction locuteur privilégié, protégé parce que non seulement député, mais en plus député de l'opposition, et institution publique, le gouvernement visé. On doit pouvoir dire pratiquement ce que l'on veut à l'encontre du gouvernement, et bien sûr, la règle de l'immunité parlementaire est le symbole même, je dirais, en démocratie, de cette liberté nécessaire de parole. La Cour s'est penchée là-dessus, notamment dans un arrêt Karacsonyk contre Hongrie du 17 mai 2016, où elle a affirmé la pleine légitimité de l'immunité parlementaire et les limites quand même que celle-ci peut connaître. Il faut ajouter d'ailleurs à ces intervenants privilégiés, depuis plus récemment, la Cour a un peu hésité sur cette question, les avocats dans l'exercice de leur mission de défense. La Cour reconnaît une très large immunité
pratiquement identique à celle des parlementaires, aux avocats lorsqu'ils s'expriment pour défendre leurs clients. Arrêt de grande chambre de la Cour du 23 avril 2015, Maurice contre France. La Cour donne ici à l'avocat de très larges franchises dès lors qu'il s'exprime dans l'intérêt de son client. Là encore, on peut dire que dans une société démocratique, il est essentiel que la défense ne soit pas inhibée, qu'elle puisse faire valoir la position du client de l'avocat de la manière la plus libre possible, afin que la justice qui est rendue soit rendue après que chaque partie, notamment l'accusé, bien sûr, au procès pénal, qu'après que chaque partie a eu une possibilité aussi large que possible d'exprimer son point de vue, de faire valoir ses arguments. En dehors du noyau dur du débat politique auquel donc on peut assimiler assez largement le débat judiciaire et son environnement, il y a en quelque sorte un deuxième cercle qui est constitué par ce qui concerne l'organisation et surtout le fonctionnement des services publics. La justice, d'abord. La Cour insiste sur le fait que la justice, depuis l'arrêt Sunday Times 1, sur le fait que la justice s'exerce sous le regard de l'opinion, le caractère public de la procédure. Article 6 de la Convention, évidemment, va plus encore dans ce sens. Fonctionnement des services publics, y compris de la justice, ça inclut évidemment l'observation du fonctionnement de l'administration fiscale, la question de la corruption éventuelle de certains services et de certains fonctionnaires, la politique menée en matière d'urbanisme, des matières techniques, mais des matières tout de même qui évidemment ont directement à voir avec des valeurs politiques. Même chose pour des questions, et là ça reste incontestable, sont également des questions d'intérêt public, des questions qui font débat au sein de la société considérée. On appelle ça aujourd'hui souvent des questions de société, c'est pas très beau, je trouve, comme expression. Il y a évidemment des questions qui intéressent l'ensemble d'une société parce qu'elles concernent son devenir même, son ethos même, en réalité. Par exemple, question de la montée du racisme, question de la laïcité dans tel ou tel État, la place de la religion dans tel ou tel État, des questions qui sont des questions aussi qui concernent le passé d'un pays, notamment lorsque ce passé est douloureux, question de l'occupation en France, question aussi, on le sait, toujours brûlante, du génocide perpétré en 1915 contre le peuple arménien dans les territoires de l'Empire ottoman, dans un arrêt Dink contre Turquie du 14 septembre 2010. La Cour, je cite, considère qu'il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé relatif à des faits historiques d'une particulière gravité puisse se dérouler librement. Enfin, troisième cercle, le plus éloigné du cœur du débat démocratique a priori, des questions que la Cour va considérer comme d'intérêt général, je dirais sans que cela relève pour autant de l'évidence. La question soulevée, dit la Cour, par exemple, dans le premier arrêt que rend la nouvelle Cour, comme on l'appelle parfois, la Cour permanente, issue du 11e protocole, le 21 janvier 1999, en matière de liberté d'expression, l'arrêt Fressoz et Roire contre France, l'écrit litigieux, dit la Cour, apportait une contribution à un débat public relatif à une question d'intérêt général, s'agissait en l'espèce d'un conflit social, et de la révélation par le canard enchaîné de la feuille d'impôt de Jacques Calvet,
PDG du groupe PSA, qui révélait qu'il s'était accordé des augmentations de salaire assez conséquentes, tandis qu'il refusait le moindre point d'augmentation à l'ensemble des salariés du groupe. La Cour dit que c'est une question d'intérêt général, en ayant référence à l'intérêt que le public manifeste, avec cette formule un peu évidente, les problèmes de l'emploi et de la rémunération suscitent généralement beaucoup d'attention. C'est prudent, mais c'est assez indiscutable quand même. L'idée, c'est que ce qui préoccupe l'opinion peut au fond se constater objectivement. Et du coup, la liste va être extraordinairement hétérogène. On va avoir un label de question d'intérêt général pour la chasse aux phoques. Question importante au plan local, national aussi bien qu'international, dit la Cour dans un arrêt de 1999. Des faits divers de nature criminelle, la qualité des soins dispensés dans une clinique de chirurgie esthétique, le sort des animaux, etc., etc. Ça paraît être sans limite lorsqu'intervient, je l'ai dit, cette césure décisive qu'est le premier arrêt von Hannover contre Allemagne le 24 juin 2004. La princesse Caroline de Monaco, fille aînée du prince Régnier, à l'époque, demande aux juridictions allemandes une protection de sa vie privée en faisant valoir que les reportages publiés par un magazine n'ont strictement aucun intérêt pour le public, que c'est du voyeurisme, et qu'elle-même subit, ainsi que ses enfants, une véritable agression, de par la manière dont les photographies sont prises, dans la manière dont son intimité est forcée, et dans la manière dont ce qui ne regarde normalement qu'elle est ainsi mis sous le regard d'un public assez nombreux parce que friand de ces informations-là. Informations, en l'espèce un peu entre guillemets, évidemment. La Cour constitutionnelle allemande, car les choses vont jusqu'à elle, dit il faut considérer la princesse comme une personnalité dont les faits et gestes, dont les comportements, dont les propos et surtout les habitudes intéressent objectivement une grande partie du public. Donc, dit la Cour constitutionnelle allemande, la liberté d'expression doit prévaloir contre sa vie privée. La Cour, à la surprise générale, va complètement renverser cette analyse. Elle va adopter une approche normative des choses. Elle va commencer par relever que la princesse n'avait aucune fonction officielle au sein de la principauté de Monaco, et elle va en tirer la conclusion qu'aucun débat d'intérêt général ne se trouvait du coup en jeu. La publication, dit la Cour, la publication des photos et des articles litigieux avait eu pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie privée de la requérante et ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante. On remarquera la sévérité quand même de la Cour qui stigmatise au fond d'abord le magazine spécialisé dans ce genre de révélations et d'informations, et ensuite, au-delà de lui, le public qui le lit, et qui le lit parfois avec gourmandise, semble-t-il, puisque ces magazines se vendent assez bien. La Cour allemande se plaçait sur un plan, si je puis dire, sociologique. Je constate que ça intéresse les gens, donc la liberté d'expression doit bénéficier à ceux qui diffusent des informations de ce type. La Cour donne un coup d'arrêt à l'expansion de la notion d'intérêt général et elle invite à s'interroger sur la légitimité de l'information en question. Est-ce que ça intéresse véritablement le public? Est-ce qu'il est légitime qu'il s'y intéresse?
un arrêt de 2015 de la Cour de grande chambre dira: la Cour réaffirme que l'intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d'un public friand de détails quant à la vie privée d'autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel, voire parfois pour le voyeurisme. Encore une fois, la question est clairement placée sous une optique normative. Il y a ce que le public a raison de considérer comme important, et il y a ce qu'il ne devrait pas, ce à quoi il ne devrait pas, au fond, s'intéresser, ce dont il ne devrait pas connaître. On a, avec cette idée de curiosité d'un certain public, véritablement une stigmatisation qui évoque, je dirais, l'ambiance de salle d'attente mal éclairée ou trop éclairée de médecins, de dentistes, de masseurs, de coiffeurs, avec les regards vaguement honteux ou faussement nonchalants des personnes qui attendent sur les photos et les informations des magazines souvent proposés dans ces cadres à leur curiosité. La vie des personnalités non politiques ne regarde pas ces personnes, elles le savent, mais quand même, elles ne peuvent pas s'empêcher de lire en un mouvement qui évoque en réalité la pornographie. Si on rapproche cela de formules qu'utilisait en 1958 encore la Cour d'appel de Paris pour justifier l'interdiction des œuvres, de la publication des œuvres du marquis de Sade, on est dans cette même logique. Seuls, disait la Cour d'appel de Paris, des lecteurs malsains se repaissent à lire les développements du divin marquis. Eh bien, ici, c'est pareil, ce qui évoque évidemment un mot humoristique de Roland Barthes: nous deux, le magazine est plus obscène que Sade. Le sentimentalisme de nous deux est en réalité plus obscène que l'érotisme assumé du marquis de Sade et transformé en chose littéraire. La Cour semble prendre ça à la lettre en disant, eh ben, on va s'attaquer à nous deux, puisqu'on ne s'attaque plus à, fort heureusement aujourd'hui, aux œuvres du marquis de Sade, encore que l'expérience prouve hélas qu'il ne faut rien tenir pour définitif. Mais ensuite, la Cour va faire non pas marche arrière véritablement, mais va essayer de rassurer les tenants de la liberté d'expression. Non, elle n'est pas devenue moralisatrice, elle n'a pas pris la tête d'une croisade anti-magazine de People. Elle va préciser que très souvent, derrière les divulgations sur les relations sentimentales, conjugales, sur les loisirs, les goûts, les passions des personnalités, il peut y avoir des débats d'intérêt général. C'est ce que précisera l'arrêt von Hannover contre Allemagne numéro 2, couplé à un arrêt Axel Springer contre Allemagne du 7 février 2012 en grande chambre. La Cour précise ce qui fait l'objet de l'intérêt général en dépit des circonstances de l'affaire. Autrement dit, derrière la presse People, il peut y avoir des débats d'intérêt général. Or, la Cour va s'avérer extrêmement complaisante à en trouver des débats d'intérêt général, ce qui va faire retomber la presse People assez facilement dans le débat d'intérêt général et donc dans la conception la plus large de la liberté d'expression. La Cour va préciser les choses en disant va préciser justement pas, en disant la définition de ce qui fait l'objet de l'intérêt général dépend des circonstances de l'affaire, ce qui ne nous avance pas à grand-chose. C'est quoi, au fond, l'intérêt général? La Cour va essayer de préciser les choses et à chaque fois qu'elle le fait, elle va, je dirais, rendre les choses encore plus insaisissables. Exemple, un arrêt qui concerne un autre membre de la famille princière de Monaco, le prince Albert, un arrêt Couder et Hachette Philippaki contre France du 10 novembre 2015.
un reportage révèle l'existence d'un fils caché, Ciel, du prince de Monaco, et donne la parole à la mère de l'enfant sur le mode « J'aimerais tellement qu'Albert reconnaisse, etc. » Bien, publication de photos, parce que le prince rendait de temps en temps visite à son fils, donc photos, commentaires de la mère, désolé qu'il n'y ait pas de reconnaissance officielle. Les juridictions françaises condamnent pour atteinte au respect dû à la vie privée. La Cour va conclure à la violation de la liberté d'expression dans cette affaire et elle tente de préciser les choses ainsi. Ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveille son attention ou le préoccupe sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est également le cas des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Ça ne dépasse pas vraiment la tautologie, pure et simple. Qu'est-ce qui regarde les citoyens d'une société démocratique? Qu'est-ce qui ne les regarde pas? C'est en définitive évidemment la Cour qui en décide, étant entendu qu'elle est très habile à discerner le débat d'intérêt général derrière les révélations d'alcôve ou les révélations aussi de détails qui paraissent frivoles. Exemple type, c'est le troisième arrêt von Hannover contre Allemagne, pardon, toujours la princesse Caroline de Monaco. Un reportage est publié dans un magazine sur le fait que la princesse met en location pendant l'été une résidence de vacances. C'est évidemment passionnant. Les juridictions allemandes refusent, là encore, de protéger le droit à la vie privée de la princesse, qui revient devant la Cour, et la Cour va dire non. Donc, elle ne va pas refaire du tout l'arrêt von Hannover 1, elle va dire le contraire, elle va dire « Ah, mais il y a derrière cette information, même illustrée de photos sans rapport avec elle, un débat d'intérêt général qui est, tenez-vous bien, la tendance des personnalités à mettre en location leur résidence de vacances. » Dans une société démocratique, c'est évidemment une question qui crée un suspense intolérable et qui donc explique ici qu'il y ait un intérêt de la presse pour cette question. Vous le voyez, on en reste à l'idée qu'il y a ce qui relève de la vie privée, mais on a aussi, et d'une manière presque systématique, redevenue presque systématique, l'idée que derrière l'intrusion dans la vie privée, il y a un débat d'intérêt général. Pardonnez-moi, j'ai été extrêmement long sur ces choses, mais je crois que c'est quand même important de le montrer. Il faut préciser rapidement, puisque j'ai déjà très largement épuisé mon temps, je dirais très rapidement quelles sont les conséquences de la présence d'un débat d'intérêt général. Évidemment, elles sont assez peu consistantes du fait même de l'extension de cette notion. Si tout est question d'intérêt général, pratiquement dans chaque affaire concernant la liberté d'expression, on pourra dire avoir affaire à une question d'intérêt général. Et simplement, donc, les limites, c'est le discours de haine et le discours raciste, une limite générale qui vaut dès qu'il y a expression. L'idée qu'il faut respecter même à propos, on pourrait même dire d'ailleurs même surtout, à propos de questions d'intérêt général, respecter les exigences de déontologie, ne pas raconter des choses que l'on sait fausses, ne pas déformer les faits, tenter d'en donner un compte-rendu à peu près objectif, c'est-à-dire qui ne soit pas complètement unilatéral et qui fasse droit aux opinions de la personne mise en cause, le cas échéant. Et on a donc ici une très grande incertitude sur d'autres points. Par exemple, est-ce que certaines questions d'intérêt général ne portent pas en elles-mêmes l'obligation d'un encadrement de l'expression qui s'y rapporte? Par exemple, sur la justice, il faut
conserver, insiste la Cour, la déférence due au pouvoir judiciaire. Il faut préserver les magistrats, dont la Cour souligne qu'ils ne peuvent pas s'exprimer pour répondre aux attaques dont ils sont l'objet. Il faut sauvegarder l'autorité du pouvoir judiciaire et par conséquent éviter que les juges subissent un certain nombre d'attaques lorsque elles dépassent certaines limites. Problème aussi la nécessité de l'apport propre de l'information litigieuse au débat d'intérêt général. Cette question-là est résolue d'une manière extrêmement contradictoire par la Cour, selon les espèces. Dans l'arrêt Société Plan contre France, à propos du médecin de François Mitterrand, à aucun moment la Cour ne s'interroge sur l'apport véritable des révélations du docteur Gubler en contravention à ses devoirs déontologiques au débat d'intérêt général sur l'état de santé des gouvernants. Tout est protégé par le fait qu'à l'arrière-plan des révélations, il peut y avoir un débat d'intérêt général. Est-ce que le président était apte, vu son état de santé, à exercer ses fonctions? Dans certains arrêts, au contraire, la Cour est extrêmement rigoureuse en disant ce document que vous publiez n'apporte rien. On peut citer un exemple récent, un arrêt du 14 janvier 2021, Mediapart contre France, dans lequel la Cour estime qu'il n'était pas nécessaire à l'information du public, même sur une question d'intérêt général, que Mediapart mette à disposition du public sur son site la bande prise par le maître d'hôtel de Madame Bettencourt, d'où ressortait l'emprise prise par certains membres de son entourage sur la vieille et riche dame. Cela n'est pas nécessaire à l'information du public, cela n'apporte rien et donc on retrouve ici uniquement l'atteinte à la vie privée et sans que le cadre de l'intérêt général, l'environnement de l'intérêt général, le contexte de l'intérêt général ne change quelque chose à la conclusion de la Cour. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été vraiment beaucoup trop long et donc je serai évidemment très heureux de répondre à vos questions.